Bonjour, bonjour à vous. Bienvenue sur ce nouveau direct organisé par Miroir Social en partenariat avec le cabinet Orsoethics sur le sujet des droits de douane. Alors c'est un sujet original dans le sens où c'est un sujet très concret qui rebondit clairement sur l'actualité récente, mais qu'on n'a jamais adressé sur Miroir Social. Donc c'est une proposition de Jean-Pierre de vouloir porter ce sujet d'intérêt ce matin sur donc comment on pose le sujet des droits de douane et indirectement, enfin, est lié les barrières non tarifaires, c'est-à-dire les normes et comment on pose ces sujets-là, donc des questions de guerre commerciale, et comment ces sujets sont susceptibles de s'inviter et doivent s'inviter en CSE, en information consultation, dans la BDESE, pour pouvoir mieux anticiper effectivement des aléas que sont les politiques sur les droits de douane ou les normes que les employeurs, les entreprises ne maîtrisent pas. Hein, c'est indépendant de leur volonté quelque part. Enfin, elles n'ont pas complètement prise là-dessus, indépendamment des actions de lobbying qu'elles peuvent faire. Et donc, la capacité pour les élus à appréhender ces sujets et à les anticiper. Donc, c'est le sujet de ce matin. Merci à toi, Jean-Pierre, d'avoir porté ce sujet. Merci à toi, Corinne Lantôme. Alors, Corinne Lantôme, toi, tu es secrétaire générale CFDT du syndicat de l'agroalimentaire CFDT. J'ai dit CFDT, hein, hein. Oui, oui. Oui, CFDT Agro Gironde, et toi, ça va vraiment être intéressant de t'entendre plus précisément sur les incidences concrètes que ça a, que cette politique sur les droits de douane et les gesticulations qui ont cours actuellement, gesticulations, ça va même au-delà, ont sur la filière des négociants et viticoles et vinicoles. Et les incidences que ça a clairement sur ton périmètre, et on va le voir avec toi, c'est très concret. Alors, je ne vous cache pas que je suis Rodolphe Elderlé, je vais avoir le plaisir d'animer cette matinée. Alors, je ne vous cache pas, c'est une matinée qu'on va faire en petit comité. Hein, on est moins nombreux que sur un sujet comme la QVCT, comme par hasard. Hein, alors, c'est peut-être un sujet un peu plus aride, qui peut être perçu comme plus aride, mais pour autant pas moins important, notamment pour les entreprises qui exportent. Et elles sont qui exportent des produits des produits finis. Et donc là, les incidences sont majeures, et donc c'est un sujet, je le redis, d'importance. Et donc, profitez-en dans la salle. Les personnes présentes, a priori, vous êtes vraiment motivés par le sujet, donc profitez-en. Vous avez la chance d'avoir deux experts, enfin deux personnes qui sont vraiment concernées par le sujet et qui le portent, et donc les entendre, de pouvoir rebondir sur ce qu'elles disent, et également vous apporter votre input par rapport à ce que peut-être en quoi ça peut faire écho chez vous au regard de la situation qui vous concerne et un peu les questions que ça vous amène. Donc n'hésitez surtout pas dans le chat à interagir. Et je ne vous cache pas qu'au-delà de la participation, c'était également compliqué d'avoir des élus qui interviennent. Parce que Corinne, tu vas nous proposer un point de vue macro, c'est très très bien, un périmètre, parce que tu vois des élus, des CSE, comment ça se mettait à une prise de recul. Par contre, personnellement, j'ai eu toutes les difficultés du monde, et je ne suis pas arrivé, la preuve, malgré l'aide de Corinne, malgré l'aide de Jean-Pierre sur des contacts, à ce que des élus témoignent. Des élus témoignent sur pourquoi, comment le sujet est posé en CSE, et quelles questions ça amène et comment on le pose. Alors, comme si c'était une terre inconnue, les droits de douane, on n'en parlait jamais en information consultation, on ne parlait jamais de normes, etc. Ça peut interroger. En tout cas, il y a un point qui apparaît clairement, c'est que ça met les élus potentiellement qui étaient susceptibles d'intervenir, avec qui j'ai échangé, n'étaient pas forcément à l'aise, parce que parler des droits de douane, c'est parler vraiment du cœur de l'activité de l'entreprise, et il y avait quelque part un conflit de loyauté, entre guillemets, là je le dis avec mes mots, mais leur métier opérationnel qui pouvait être relatif aux problématiques des droits de douane, aux problématiques de flux intra-groupe, hein, des gens qui maîtrisaient le sujet, mais qui étaient élus par ailleurs, mais qui, en parlant, peut-être allaient exposer
peut-être trop la stratégie de leur entreprise. Enfin bon, bref, rentrer peut-être un peu trop dans le cœur du réacteur et les effets que ça pouvait avoir et se mettre en porte-à-faux. Donc ça, c'est une analyse personnelle de ma part, mais en tout cas, le constat, c'est j'ai eu l'occasion d'échanger avec un certain nombre d'élus qui étaient intéressés par le sujet, qui le voyaient parfaitement, mais qui ne se sentaient pas intervenir à l'écran publiquement comme le font Jean-Pierre et Corinne. Voilà, je ne vais pas être plus long sur mon intro. Donc, on va commencer avec toi, Jean-Pierre. Alors, ce qui t'amène à porter le sujet quand même, c'est que, au-delà du fait que tu es le fondateur d'Orsoethics, c'est un cabinet d'expertise CSE, dans une vie antérieure, il s'avère que tu es passé par les douanes et tu as été directeur des services douaniers. Donc, c'est un sujet que tu maîtrises, qui t'intéresse. Et ben, ça va être l'occasion pour toi de faire partager l'intérêt qu'a ce métier. Et je redis encore, ma Corinne, toi, tu auras l'occasion de rebondir sur. Toi, tu viens pas de là, mais pour autant, tu en subis et tu vois les effets que ça a. Et c'est tout aussi intéressant de t'entendre et de voir le rebond que ça va faire entre vous. Donc, Jean-Pierre, je te laisse partir sur, si tu peux déjà peut-être nous rappeler, et après vous allez un peu là où vous le sentez, mais de rappeler les principes de base des droits de douane, hein, et peut-être de revenir sur des choses peut-être qu'on a appris à l'école. En tout cas, moi, ça remonte à très, très, très loin. La théorie des avantages comparatifs, ce genre de choses et qui reviennent à l'ordre du jour. Donc, à toi, Jean-Pierre. Oui, merci Rodolphe. Alors clairement, moi j'interviens là en tant qu'expert pour les CSE. On est un cabinet d'expertise comptable et d'expertise en santé au travail qui travaille uniquement pour les CSE. Alors c'est vrai que j'ai eu un passé que moi, j'ai plutôt appris la comptabilité, non pas en faisant la comptabilité des entreprises, mais en la contrôlant à travers une activité au ministère des Finances, et donc en particulier dans l'administration des douanes, mais ça remonte à loin, et je n'interviens pas en tant qu'expert douanier. Dans mon ancienne administration, il y a des gens extrêmement compétents qui seraient beaucoup plus qualifiés que moi pour intervenir aujourd'hui là-dessus. Simplement, c'est vrai que ce passé professionnel a fait que les petites lumières se sont beaucoup allumées quand Trump, il y a quelques mois, a mis ce sujet-là directement à l'ordre du jour, et qu'on a entendu une masse gigantesque de bêtises de la part des médias, y compris parfois de journalistes plutôt compétents et spécialisés, du genre quand Trump disait on va mettre 200% de droits de douane, et bien immédiatement toute une partie de la presse a dit ça signifie que si on met 200% de droits de douane sur le champagne, la bouteille de champagne qui valait $50 par exemple à New York va en valoir tout d'un coup 3 fois plus, c'est-à-dire 150, ce qui n'est absolument pas vrai. Le mécanisme est plus complexe que cela et n'entraînerait pas un triplement du prix de vente au consommateur. Bon, et on a entendu comme ça énormément d'autres bêtises du même genre. Donc Jean-Pierre, est-ce que tu peux préciser là-dessus sur ce point? C'est parce que le prix, les 200% là, c'est parce que l'assiette du prix sur lequel on applique les 200% n'est pas celle du prix. C'est ça, si tu peux simplement préciser ce point-là. Voilà, c'est ça, c'est pas le prix de vente au consommateur sur lequel on applique 200%, mais c'est sur le prix de gros arrivé au port de New York. Donc, une bouteille de champagne qui est vendue $50 en magasin arrive probablement à 15-20 dollars au port de New York, et c'est sur ce prix-là qu'on va mettre 200% de droits de douane. C'est-à-dire que si la bouteille arrive à 20 dollars sur le port de New York, elle va supporter 40 dollars de droits de douane. Donc, ça va faire augmenter le prix de vente au consommateur de 40 dollars et pas de 100 dollars, comme ça serait le cas si c'était le prix de vente au consommateur. C'est déjà beaucoup, c'est tout à fait considérable, mais c'est quand même moins que ce qui était affirmé. Et quand on a, par exemple, le cas de l'automobile, eh bien, dans l'automobile, on va avoir
des chaînes de valeur extrêmement complexes. On sait qu'une voiture, à l'heure actuelle, est fabriquée à partir de pièces qui viennent de dizaines de pays parfois. C'est encore plus vrai dans l'aéronautique, sur les avions. Et dans ce cas-là, sur quoi s'applique le droit de douane, quoi? Le droit de douane va s'appliquer sur la valeur des pièces. Donc, c'est des mécanismes très complexes qui fait que sur une voiture, par exemple, montée aux États-Unis, eh bien, on a toutes les chances d'avoir 20, 30, 50% de pièces qui viennent d'autres pays que les États-Unis. Et donc, même une voiture montée aux États-Unis va voir son prix augmenter. Donc, même une Ford montée à Détroit va voir son prix augmenter d'une manière tout à fait importante si on applique un droit de douane relativement élevé sur les pièces importées et intégrées dans la chaîne de montage à Détroit. Donc, on a là un mécanisme qui est souvent complexe et qui va toucher des produits auxquels on ne s'attend pas forcément, quoi. Donc, ce qui est important, je veux dire, pour les élus dans les CSE aujourd'hui, c'est quand ils travaillent dans une entreprise qui exporte beaucoup, eh bien, c'est d'avoir une connaissance fine des parts de marché, de ce qui se vend à l'export, dans quel pays, et éventuellement de connaître la chaîne de valeur. C'est-à-dire que si c'est effectivement de l'agroalimentaire, comme dans le cas des entreprises pour du syndicat de Corinne, là, c'est pratiquement toute la valeur qui va être taxée, mais quand c'est de l'industrie, ça peut être un jeu beaucoup plus compliqué au niveau de l'import-export. Donc là, il y a véritablement des questions à poser en CSE, des questions à poser à l'occasion de l'expertise annuelle sur la situation économique de l'entreprise et sur les orientations stratégiques, pour avoir une connaissance fine et une compréhension du mécanisme et des enjeux surtout. Donc, c'est important parce que, effectivement, ça avait plus ou moins disparu des radars, quoi, hein. Les droits de douane s'étaient considérablement réduits au fur et à mesure des décennies, et ce, pratiquement depuis les années 60. Hein. On avait des droits de douane élevés après-guerre pour protéger des industries qui étaient en reconstruction. Et puis, petit à petit, ils ont diminué pour arriver à des taux faibles, quoi, hein. Aujourd'hui, enfin, avant Trump, un droit de douane de 10% était considéré comme un droit de douane très élevé. C'était presque le maximum, 10-11% de ce qui pouvait être imposé dans les échanges internationaux. Et beaucoup de droits étaient à 0 ou à 2-3%, c'est-à-dire quelque chose de quasiment négligeable. Vous voyez que 5% sur le prix de gros imports, ça fait 2% sur le prix de vente au consommateur. Vous voyez que si on taxe à 5% un vêtement qui arrive de l'étranger, ça va avoir un impact de 2-3% sur le prix au consommateur, et donc c'est quasiment négligeable, ça ne se voit pas. Bon, par contre, quand on commence à monter à 10%, ça se voit un petit peu plus, mais sur un t-shirt à quelques euros, finalement, ça va faire quelques centimes. Par contre, quand on peut arriver à des 25, à des 50, à des 100% de droits de douane, là, évidemment, ça impacte beaucoup plus le prix au consommateur. Donc, le droit de douane, ça avait presque complètement disparu du radar. C'était plus un enjeu économique, c'était plus un enjeu prix, c'était plus un enjeu de compétitivité. Avec Trump, qui revient avec des droits de douane élevés, tout d'un coup, hop, ça revient, et tout le monde est pris au dépourvu. Tout le monde est pris au dépourvu parce qu'on ne sait plus trop comment intégrer ça dans le calcul des marges, on ne maîtrise plus la technique, et beaucoup d'entreprises, finalement, sont obligées de réapprendre
le commerce international avec des droits de douane élevés. Alors pour l'instant, on ne sait pas exactement ce que ça va donner, bien sûr. Oui. Je me permets, Jean-Pierre, tu me disais, et Corinne aussi me l'expliquait, que les droits de douane, c'était historiquement, tu l'as rappelé, post-Seconde Guerre mondiale, ça déclinait d'une logique de stratégie d'adaptation progressive, alors que Trump, tu me dis que lui, il est dans une logique, et avec une logique de gagnant-gagnant, alors que là, avec les annonces de Trump, on sort de la logique gagnant-gagnant, c'est plus du gagnant-gagnant là. Oui, le droit de douane après-guerre, que si tu veux, les économies étaient détruites. Hein. Il faut voir dans quel état étaient les économies dans l'ensemble des pays du monde, en particulier tous ceux qui avaient été touchés par la guerre. Il fallait prendre le temps de reconstruire ces industries. Donc on a mis non seulement des droits de douane, mais on a mis des quotas, c'est-à-dire les quotas, c'est encore plus efficace que le droit de douane si on veut protéger un marché. Hein. Les quotas, c'est dire par exemple, on va autoriser l'entrée de X milliers de vêtements de tel type en provenance de tel pays pour protéger l'industrie nationale. On va juste autoriser l'importation de X milliers de véhicules ou de X centaines de machines-outils, par exemple. Hein. Donc, c'est des quotas qui ont été mis en place après-guerre, plus des droits de douane pour augmenter les prix des marchandises importées. Donc, on cherchait à protéger une industrie qui était ruinée. Au fur et à mesure que l'industrie se reconstruit, on peut se permettre d'ouvrir beaucoup plus facilement les marchés, puisqu'on a retrouvé de la compétitivité. Donc, ces mécanismes-là se sont effectivement abaissés petit à petit. Et l'idée, c'est qu'effectivement, dans le commerce international, on va jouer, alors là, on rentre vraiment dans de la technique, mais dans ce qu'on appelle les avantages comparatifs, c'est-à-dire que chacun va essayer de produire les marchandises sur lesquelles il a le plus de compétitivité, de façon à les exporter, et sur des produits sur lesquels on est relativement peu compétitif, on va se dire, ce n'est pas la peine de garder ça à la maison, il vaut mieux les importer. Donc, si on prend par exemple l'agroalimentaire que connaît bien Corinne, ou le luxe, il est évident que là, on a des avantages comparatifs considérables en ayant des produits de grande qualité qui vont être recherchés à l'international et sur lesquels on a intérêt à se spécialiser. Et sur d'autres produits, on va se dire, autant les importer, comme par exemple le textile bas de gamme. On va se dire, autant importer du textile et des vêtements de petite qualité qu'on ne sait pas produire à des prix compétitifs, et puis se spécialiser au contraire dans le haut de gamme, dans les vêtements de luxe ou dans la bagagerie de luxe que l'on va exporter. Ça, c'est ce qu'on appelle les avantages comparatifs, on se spécialise. Et donc, on considère qu'on est gagnant-gagnant. Puisqu'on exporte des biens sur lesquels on est fort, et puis on importe des biens sur lesquels on est peu compétitif, ce qui fait qu'on renforce nos propres industries, et les pays qui nous vendent, eux-mêmes se renforcent. Alors que Trump, il considère que c'est un jeu à somme nulle. C'est-à-dire, il considère qu'il est perdant, les États-Unis sont perdants parce qu'ils ont laissé filer leur industrie automobile. Et qu'en particulier, ils importent la plupart des véhicules vendus aux États-Unis, ou au moins, ils ont été faits en grande partie au Mexique ou dans d'autres pays. Et donc, il considère qu'il est perdant. Alors que dans la théorie du commerce international, on va dire, non, c'est vrai, tu importes beaucoup de voitures et tu en fabriques beaucoup moins que tu n'en fabriquais il y a 30 ans, mais à côté de ça, tu vends à l'étranger, notamment tout le savoir-faire américain, tu vends à l'étranger du Google, tu vends du Netflix, tu vends tout un tas de choses comme ça.
et qui sont en plus des activités à relativement haut salaire, et donc tu vends des produits à forte valeur ajoutée. Et donc l'avantage, c'est que du coup, tu as beaucoup d'industries avec des hauts salaires aux États-Unis qui exportent de la technologie, etc. Et que justement, ces gens à haut salaire, ben, ils peuvent acheter des voitures pas trop chères. Bon. Et Trump, il dit, ah ben non, il faudrait les deux. Il faudrait que l'on exporte de la tech, mais qu'on garde les voitures. Pourquoi? Ben parce que du coup, on a mis quand même beaucoup de gens au chômage. Alors, ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux, et ce qui a en partie fait son élection, puisque c'est justement les électeurs de la Rust Belt, de la ceinture de la rouille, donc un peu l'équivalent de notre Lorraine ou de notre Pas-de-Calais, qui ont voté Trump et qui ont fait son élection. Voilà. Okay. Donc la question, c'est que quand on fait ça, ben, il faut pouvoir reconvertir très rapidement les gens dont on sacrifie les emplois. Et c'est sans doute ce que n'ont pas su faire les États-Unis. Ok. Bah, merci Jean-Pierre. Je mets en partage pour le Zoom qui a été produit par OrthoEthics en mai 2025 et qui aborde sur les 4 premiers points la question des droits de douane et des barrières non tarifaires. C'est du commerce international, quoi. Voilà. Et donc ça, vous pouvez le télécharger avec il y a un petit nuage en haut à droite. Sinon, vous le recevrez dans le compte rendu, mais vous avez normalement une petite signalétique en haut à droite, je ne sais pas si vous la voyez, qui vous permet de télécharger cette ressource. Merci Jean-Pierre, mais on va passer la parole à Corinne. Et après, bien sûr, tu auras l'occasion de rebondir. Et donc, Corinne, comme Jean-Pierre l'a dit, ça a été une surprise. Il y avait le commerce, les droits de douane, c'est nouveau quand même, cette volonté de les augmenter de cette façon-là et de façon aussi radicale avec cette notion d'à-coup qui reviendra peut-être par rapport à la stratégie, comment ça se passe avec la Chine, la différence qu'il y a avec la Chine. Et donc, c'est une forme d'aléa. Et comment toi, en tant que responsable d'un syndicat de salariés qui est lié à l'agroalimentaire, tu considères que c'est certes un aléa sur lequel les employeurs n'ont pas forcément la main, mais pour autant, il faut s'y préparer et éviter à tout le moins de faire l'autruche. Ça veut dire quoi? Et ça veut dire quoi pour les représentants des salariés de s'employer à ne pas faire l'autruche face à cette problématique de droit de douane dans un secteur qui est particulièrement exposé, comme l'a précisé Jean-Pierre, sur la filière, la filière des négociants et des vinicoles en Gironde. À toi. Oui, donc effectivement, alors j'ai été surprise quand tu m'as appelé, j'avoue, parce que c'est un sujet effectivement qui est un peu compliqué, en tout cas qui peut le paraître et qui mérite effectivement une attention importante. Parce que, alors, la guerre, les droits de douane maintenant, plus un petit peu des normes qui se rajoutent, plus de temps en temps des demandes. Alors moi, mon milieu professionnel, c'est le vin et je fréquente assez bien les spiritueux. Et donc, avec des demandes, brusquement, il faut faire apparaître des choses sur les étiquettes, où il faut les faire disparaître, où il faut une analyse supplémentaire, et les droits de douane, donc, ou des quotas parfois, qui viennent nous impacter. Mais ça se fait généralement, on en entend parler qu'entre initiés, entre professionnels. Le grand public entend rarement beaucoup parler. Il a été, par le passé, il y a eu les Roquefort qui ont fait l'objet un petit peu de titres dans les journaux classiques, entre guillemets, et qui se retrouvaient être très régulièrement d'ailleurs des victimes collatérales. Ça s'inscrit aujourd'hui dans c'est une forme de guerre. C'est une guerre qui fait pas beaucoup de bruit, mais qui peut faire beaucoup de dégâts. Et généralement,
ça se règle par la diplomatie, etc. Et chacun y met un petit peu du sien et ça finit par se calmer. Là, avec Monsieur Trump, les données sont totalement et radicalement différentes. C'est-à-dire, c'est exposé très publiquement, avec des chiffres faits pour choquer et quelque part traumatiser les entreprises. Et la difficulté, c'est que les entreprises se retrouvent là dans un contexte qu'elles n'aiment pas du tout, qui est un contexte qui est politique. D'où la difficulté, je pense, de faire intervenir des élus de CSE. Parce qu'ils savent bien que c'est pas leur produit, hein, c'est pas le vin, c'est pas le cognac, c'est pas tout ça qui est vraiment visé. C'est de la politique pure. Et là, les entreprises, elles ne savent pas trop comment faire, effectivement, parce que ça leur échappe. Et au point où ça en est, les diplomates ont quand même aussi un petit peu plus de difficultés qu'en temps habituel à essayer, même si on voit que les négociations se passent. Mais voilà quoi. Donc c'est un sujet. Alors, il n'est pas nouveau. On dit toujours que où on a la Chine, où on a les États-Unis. Alors, la Chine, c'est beaucoup moins violent, même si, par contre, c'est relativement régulier, qu'il y a des petites pics, des petites attaques, etc. On bloque tout, on mène une enquête, on bloque tout, on veut quelque chose d'autre, on vous augmente légèrement les droits de douane, on augmente les contrôles, etc. Et les containers se retrouvent bloqués dans des ports où on nous dit ils sont en plein soleil, il faut vous dépêcher peut-être. Alors, ils ne sont pas toujours en plein soleil, mais voilà quoi. La douane est souvent une arme qui est compliquée et qui est crainte par les entreprises. D'où la nécessité, effectivement, pour les CSE d'avoir conscience que peut-être leur entreprise peut se trouver un jour ou l'autre en but à ce que j'appelle les dommages collatéraux. Parce que, soyons clairs, hein, c'est rarement nos produits qui posent réellement un problème. C'est beaucoup plus souvent, effectivement, dans le cadre d'emplois, de pouvoirs politiques, etc., et de politiques parfois étrangères. Et là, même nous, nos diplomates, c'est un peu compliqué le temps que deux partis, qu'un gouvernement et qu'un autre parti se mettent d'accord entre eux dans un autre pays. On n'a plus qu'à attendre parce que chacun va faire assaut, effectivement, pour montrer sa détermination à protéger ses entreprises et ses emplois. Le cas de Trump, là, par exemple. Donc, par contre, tu entendu, l'entrepreneur, enfin, les entreprises n'ont pas la main, c'est comme tu dis, c'est de la politique. Hein. Pour autant, ils voient très bien ce qui peut arriver. Et tu m'expliquais qu'un certain nombre de négociants, je ne sais pas, en Gironde, qui ont chargé les bateaux vers les États-Unis, qu'on fait un maximum qu'on chargeait, quoi. Et tu me disais que c'était donc ils avaient quelque part, en termes d'équilibre économique, c'était risqué parce que la production, il y a ça. C'est ça. Ouais. Vas-y. Ce que je voulais expliquer. Alors, de mémoire, c'est un viticulteur directement qui a chargé, enfin celui dont on a entendu parler, mais il y a des négociants qui ont fait un petit peu de même, qui ont essayé tout de suite de précipiter l'envoi de vin aux États-Unis de façon à ce qu'ils arrivent, si possible, avant le délai. Donc avec un stress énorme puisque les délais étaient très très courts à l'origine, les droits se sont toujours pas appliqués, c'est repoussé, etc. Et on peut même se demander si à un moment ils vont vraiment être appliqués. On commence tous un petit peu peut-être maintenant à se calmer, à se dire ça atteindra pas ce niveau-là, sans doute, mais enfin bon. Monsieur Trump nous a déjà laissé montrer que tout peut être fait et envisagé. Et donc, il a saturé quelque part son marché. C'est-à-dire qu'il a envoyé beaucoup plus de vin d'un coup que ce que son marché peut
écouler d'une façon fluide et normale. Et donc, de cette façon-là, lui payer également. Parce que si ils ne le vendent pas, ils ont dû avoir un accord pour dire OK, on prend pour pas avoir les droits de douane parce qu'on n'a pas envie, mais on va payer des délais beaucoup plus longs. Donc il y a une grosse dépense qui a été engagée puisqu'il a fallu charger le bateau. Et ensuite, le règlement et donc la couverture de ces charges, elle va peut-être se faire attendre un certain temps. Et tu m'expliquais que la situation de la filière, elle n'est pas non plus, elle est un peu dégradée. L'avenir, il y a des questions, il y a matière à se poser des questions et à anticiper des choses, et que les annonces sur les droits de douane, etc., c'est vraiment pas bon, quoi. Ça peut qu'être qu'un accélérateur, et on en revient peut-être la nécessité pour les élus, après c'est une injonction, facile à dire comme ça, mais la capacité des élus dans des entreprises qui sont des ETI ou des grosses PME, c'est pas non plus, les entreprises où leur capacité à monter au créneau pour demander plus de transparence et une lecture plus fine des paramètres sur lesquels prix, marge vont jouer les incidences sur des droits de douane. C'est bien ça ? Complètement. Ouais, non, tout à fait. Souvent, au niveau des élus CSE, on voit bien qu'effectivement, ils se consacrent davantage aux questions de l'emploi, de la formation, la qualité de vie au travail, les questions, j'ai envie de dire, qui les touchent tous les jours, mais les questions économiques sont souvent un des points faibles des CSE avec qui j'ai affaire et d'autres où j'ai pas directement affaire, mais effectivement où on voit que c'est le même point de faiblesse. C'est-à-dire qu'est-ce qui constitue l'économie de mon entreprise ? Quels sont les marchés qui sont touchés ? Et dans le vin, pour les viticulteurs, en plus, se rajoute souvent une difficulté qu'ils vendent à un négociant et très souvent, ils ne savent pas à qui le négociant vend. Donc, ils ne savent pas toujours comment ils vont être impactés, dans quelle mesure ils vont être impactés. Donc, il y a ce point-là qui est encore qui est une des difficultés. Et l'autre chose qui est, c'est c'est le fait qu'ils s'ils connaissent à peu près les pays où l'entreprise exporte, ils n'ont pas toujours conscience de quel est leur positionnement sur ces marchés-là. Le positionnement en nombre des points qui y sont, de la saisonnalité, mais également sur le prix qu'il y a. Il est clair que si c'est un vin, et quand on parlait tout à l'heure du champagne ou des grands crus que nous pouvons avoir, c'est à un prix qui est suffisamment élevé pour qu'il s'adresse à des personnes qui, de toute façon, continueront à acheter, même si ça augmente énormément, parce qu'ils ont les moyens de se payer un produit de luxe. Donc, on est sur une gamme de prix qui va pas apprécier, c'est clair. Mais quand vous arrivez effectivement où on vous parle de gagner des 1000 dollars à l'heure, il est évident que vous pouvez vous payer un champagne, même s'il était multiplié par 3, vous pourriez toujours, parce que vous voulez le boire, bien entendu. Donc il y a ça. Après, les tout petits, les produits de bas prix, Jean-Pierre le disait, l'augmentation va être très réduite. C'est plutôt tous ceux qui vont être sur nos milieux de gamme qui vont être beaucoup plus impactés, parce que là, on va être sur un marché qui facilement peut basculer. Et en plus, quand il y a les produits qui existent aussi dans le pays concerné, c'est encore plus difficile. Là, la situation pour nous, dans la filière girondine, c'est qu'on est actuellement avec des difficultés de douane sur la Chine, et qu'on a aussi maintenant les États-Unis. Je ne parle pas des autres où effectivement on a des soubresauts, mais on est quand même sur là 2 gros marchés qui quand même sont des débouchés importants. Ouais, Jean-Pierre. Ouais, il y a un point moi, qui me frappe beaucoup. Corinne, tu dis être
très juste titre que c'est un problème externe, c'est quelque chose qui tombe dessus, qui tombe sur les entreprises, qui est aussi largement politique. Mais je vais faire une comparaison. Quand il y a 5 ans, on a eu le Covid, c'est tombé sur les entreprises du jour au lendemain, sans aucune préparation, etc. Et immédiatement, on a réuni les CSE pour les questions d'emploi, mais aussi pour dire, ben voilà, mon marché s'effondre, je perds de l'activité, comment on fait, etc. Immédiatement, on a eu ce réflexe de consulter les CSE sur cette externalité. Bon, il y avait eu un peu aussi une obligation de les consulter. En tout cas, c'est paru relativement naturel et il y a eu quand même beaucoup d'échanges. Et c'est sans doute un des moments où il y a eu un dialogue social riche au sein de beaucoup d'entreprises où on a géré l'activité partielle, etc. Et là, il nous tombe une externalité, de nouveau, quelque chose pour lesquels les entreprises, elles n'y peuvent rien. Et surtout, on n'en parle pas. C'est-à-dire que les entreprises n'ont pas le réflexe du tout de consulter leur CSE pour dire bah, il nous tombe ça sur le coin de la figure, quelles conséquences ça va avoir et comment on peut les gérer. Et est-ce que c'est de la pudeur, de la méconnaissance technique? J'ai le sentiment que les élus de CSE ne vont pas au-devant des entreprises en leur disant « Attendez, il nous tombe ça sur le coin de la figure, comment on va le gérer ?» Oui. Et ça, c'est très frappant, quoi. Moi, la différence entre le Covid et la guerre commerciale me frappe énormément. Certes, ce n'est pas de la même ampleur. Certes, le Covid, c'était énorme, avec des risques mortels, ça tombait sur toutes les entreprises, etc. Mais la logique est quand même la même. C'est quelque chose qui nous vient de l'extérieur et auquel on devrait quand même être en état de réagir collectivement et en mettant en place un dialogue social. Oui, mais le problème, c'est que, c'est ce que j'ai dit au début, c'est politique. Les entreprises, elles n'aiment pas la politique. Elles n'aiment pas. Oui, enfin, mais le Covid n'était pas politique. Le Covid, c'était un problème sanitaire, etc. Et ça s'est beaucoup axé quand même sur les questions d'organisation du télétravail, l'organisation de on se lave les mains, etc. C'est-à-dire des choses extrêmement concrètes que le CSE, sur lesquelles le CSE pouvait dire voilà, c'est ça, et puis je sais, et puis j'ai. Là, ce sont des données qui sont en plus avec un côté très erratique quand même, qui est que brusquement c'est dans 2 jours, après ben non je repousse, non mais en plus c'est plus de 100, mais après ça peut être etc. Et en définitive les entreprises, le sentiment c'est ça. Après au niveau du CSE, je partage, là c'est quelque chose qui devrait être effectivement, même si c'est politique, ça devrait être expliqué aux membres du CSE, qui devraient d'ailleurs s'en informer. En quoi ça consiste réellement? Parce que beaucoup de CSE ne faisaient pas le calcul tout simple que tu as exposé au départ, qui était que ce n'était pas le produit qui allait être multiplié, mais c'était le prix à l'arrivée au port. Enfin, c'est quand même, ça fait une grosse différence, on est d'accord là-dessus. Mais les élus sont restés assez tétanisés. Alors, tout dépend effectivement des secteurs. Je suppose qu'il y a des secteurs où des élus, on peut sans doute mieux appréhender le sujet. Mais mais dans beaucoup, moi, de CSE que j'ai, non, pas du tout. On voit, ça touche, ça ralentit, c'est une crise économique, mais en même temps, ben, le patron, on peut pas lui dire, on peut pas le presser ni rien, on peut pas lui dire c'est de votre responsabilité, parce que ben, il se trouve que là, il n'en a pas. C'est pas un problème de positionnement, c'est pas un problème de produit, c'est pas un problème de packaging, c'est on baisse la tête et on attend que ça passe. Ce qui est complètement une attitude qui doit pas être là, qui est pas la bonne.
je ne la valide pas. Parce que même si on n'a pas un grand pouvoir dessus, néanmoins, on peut au moins il faut au moins être en capacité de voir l'intégralité des tenants et des aboutissants pour notre activité et se dire, on n'a peut-être pas fini les guerres commerciales qui quand même quelque part semblent moins onéreuses que de devoir fabriquer des bombes, etc., même si ça relance l'industrie. Donc voilà, quoi, c'est un point où il faut effectivement s'en saisir et le positionner comme une crise normale, mais une crise économique. Et l'économie, est-ce que les CSE sont vraiment prêts et armés sur les questions économiques? J'en suis pas sûr. On est quand même assez brouillé en France avec les chiffres. Les chiffres, l'économie, c'est pas la matière favorite des Français, malheureusement. Corinne, Même nos ministres ont souvent été épinglés parce que problème de compréhension et de compétences en économie. Alors. Non, je suis alors, excuse-moi Jean-Pierre, avant d'intervenir, simplement, est-ce que Corinne, tu peux présenter, parce que effectivement, par exemple, sur Miroir, nous, on est quand même, et c'est vraiment un défaut, un biais, ça crée un biais. On parle essentiellement de grandes entreprises et trop peu de ce qui se passe dans les PME, voire dans les ETI, mais a fortiori dans les PME où il y a du dialogue social pour autant, mais on est bien aveugle et en tant que journaliste, je pense qu'on n'est pas beaucoup. Enfin, on voit pas grand-chose. Hein, ça vraiment passe sous le radar. Il y a plein de choses qui passent sous le radar. Et donc, toi, c'est quoi la typologie un peu des CSE quand tu dis ouais, le manque d'appétence, l'économie, que je reprends tes termes, hein, l'économie, c'est quasiment limite un gros mot de parler d'économie. C'est quelle typologie de CSE, de taille d'entreprise? Moi, ça va alors moi, dans les entreprises que je couvre, ça va de 1 salarié à plusieurs milliers. Donc, j'ai vraiment toute la gamme. Et au niveau des CSE, j'en ai beaucoup de 11 salariés. Comment dire, j'ai beaucoup d'ouvriers, mais même, et puis des employés qui vont pas, qui captent pas forcément tout de suite, qui se sentent pas forcément à l'aise, même si j'en ai qui, par contre, s'intéressent à ces données-là. Mais ils ont en face d'eux des chefs d'entreprise parfois qui eux-mêmes sont fragiles sur ces données, qui n'ont pas, où ils n'ont pas toute la compétence parce que vous êtes viticulteur, vous avez le courtier qui vient où vous vendez soit au négoce directement, soit par le biais de notre intermédiaire professionnel, courtier, et vous maîtrisez pas le reste. Et donc, vous êtes là et vous entendez le vin va être taxé à 200% et vous vous dites zut, qu'est-ce qui m'arrive? Mais ça a fait l'objet de discussions autour des cafés partagés, même là où il n'y a pas de CSE, hein. Mais de discussions comme ça, mais Trump, il est fou, mais qu'est-ce qu'il va nous faire? De toute façon, un coup, il augmente, un coup, il diminue, un coup, c'est tout de suite, un coup, c'est plus tard, enfin, etc. C'est un sujet qui a été perçu comme un sujet d'inquiétude, mais difficilement parce qu'on n'a pas de cette culture. Oui. Non, mais ouais, je comprends bien, moi, tout ça. Hein. Je reprends quand même un tout petit peu l'exemple du Covid, qui était aussi une externalité. Alors, quand tu dis les droits de douane, c'est politique, oui, bien sûr, c'est politique, mais c'est quand même bien une averse de grêle qui tombe sur la figure. Hein. Oui. Et quand on a discuté, quand il y a eu tous les échanges autour du Covid, nous, on a quand même continué de suivre beaucoup de CSE à l'époque. Bien sûr, on a parlé de l'organisation du télétravail, du chômage partiel, du lavage de mains, etc. Mais on a aussi parlé de l'effondrement de parts de marché, de la chute de chiffre d'affaires, de savoir comment les entreprises allaient passer en trésor, de la souscription des PGE, etc. Tout ça, ça a été des sujets évoqués en CSE, du moins dans les ETI et dans les grandes entreprises.
Donc, là, c'est pareil, quoi, hein, c'est-à-dire que quel problème cela va poser au niveau de la production, de l'exportation, du chiffre d'affaires, des marges, etc., etc. Et je reprends l'exemple très intéressant que tu citais tout à l'heure. Alors, si c'était juste un viticulteur, ça n'a pas forcément beaucoup de sens, mais si c'est un gros négociant qui joue la carte d'anticiper ses exportations, c'est quand même un vrai sujet pour un CSE. Pourquoi? Parce qu'en anticipant ses exportations, il envoie ses marchandises aux États-Unis. Ça signifie qu'il va essayer d'éviter les droits de douane, d'accord? Mais il va se coller sur le dos des frais de stockage, alors que s'il les garde à la maison, il n'a pas ses entrepôts sont déjà payés, donc c'est des frais fixes. Là, il se ramasse des frais de stockage qui vont être éventuellement extrêmement élevés sur le port de New York ou ailleurs. S'il veut éviter le droit de douane, ça signifie qu'il va devoir dédouaner tout de suite, bien avant d'avoir vendu. Donc, il se remet une charge de trésorerie sur les épaules, puisqu'il est obligé de payer même un droit de douane plus faible, mais de le payer tout de suite. Donc, c'est quand même un calcul économique qui est à faire et qui peut tout à fait être discuté au sein du CSE et à l'occasion de l'expertise sur la situation économique. Et ça, c'est des vrais sujets. Mais Jean-Pierre, je ne dis pas que c'est bien de ne pas le traiter. C'est un constat de situation. Oui, je suis d'accord avec toi. Et complètement. Et complètement. Le Covid, en fait, c'était plus facile. Il y avait des choses concrètes à faire. Donc, les CSE et les chefs d'entreprise avaient le sentiment qu'ils pouvaient faire quelque chose. Ils pouvaient se raccrocher à du concret. Même la guerre en Ukraine, quelque part, ils pouvaient se raccrocher à du concret. Comment on fait pour économiser l'énergie, enfin, etc. et autres, qui flambaient. Ils avaient quelque chose, ils pouvaient faire. Le truc qui est compliqué pour une entreprise, c'est quand on est là et qu'on dit je peux rien faire. Je vais chercher à développer, mais c'est ce que je fais tout le temps, développer d'autres marchés, etc. Donc je suis dans une position pour le chef d'entreprise qui revient à dire à ses salariés peut-être de toute façon je ne sais pas quoi faire. Donc, je ne suis pas tout puissant, hein, quelque part, psychologiquement. C'est pas très bon, un chef d'entreprise qui est désarçonné. Au niveau des CSE, quelles revendications? Ils sont pas dans. Il faut faire quoi? Il faut faire pression, oui, d'accord, ok. Mais le fait Rodolphe l'a dit, ne pas faire l'autruche. Ne pas faire l'autruche parce que ça ne sert à rien. Il vaut mieux être dans l'anticipation de la mise en place d'une organisation de travail. Peut-être comment on va faire pour peut-être une activité partielle, peut-être sur quelle économie, peut-être est-ce que vraiment de quel niveau peut se trouver être la baisse, de quel niveau elle peut être. Au niveau du Covid, quelque part, c'était tout qui était arrêté, sauf ce qui était les données essentielles, enfin ce qui était essentiel. Mais en même temps, ils avaient des aides. En tout cas en France, le gouvernement a réagi immédiatement, avant même que les questions se posent. Là, c'est et encore une fois, je suis persuadée que on doit beaucoup mieux armer tous nos élus, et les salariés, ce serait pas mal aussi, mais enfin déjà nos élus, sur l'économie, compréhension des chiffres, compréhension des données macro également, pas simplement ma boîte fournit et produit à tel prix. Moi, je voudrais faire une petite. Là-dessus, par exemple, et pour rebondir sur Jean, la question qui est posée, et je vous invite aussi, je fais un aparté, mais il y a une question. N'hésitez pas dans la salle, vous êtes timide, hein, ou alors vous êtes très attentif, mais en tout cas, n'hésitez pas à en profiter pour poser des questions et prendre en considération ce que dit Abdelsam sur dans mon entreprise, 10% de droits de douane aura un impact sur la NAO pour 2025.
moi, je lui ai posé la question, savoir si c'était déjà acté, mais a priori, donc c'est un fait, c'est ça, 10% de droits douane, ça a une incidence sur les NAO, et donc ça justifie le fait qu'on en parle a fortiori en Évidemment. niveau, en CSE, etc. Donc ça c'est clair. Mais après la question sous-jacente, et si vous avez déjà vu le cas entre le droit de douane et négociation sur les salaires, et de façon plus globale, la question qui est posée, c'est la question de l'emploi, la capacité de l'employeur à être transparent sur ces stratégies-là. Par exemple, là, l'histoire du bateau qu'on va charger pour pouvoir éviter les droits de douane et les payer les moins chers, est-ce que ça a été posé sur la table? Est-ce qu'il y a un CSE? Et est-ce que ça a été posé en CSE, cette histoire? Alors, non, j'en sais rien. Je l'ai juste lu, donc je ne sais pas. Mais et j'ai entendu l'employeur qui en parlait. Donc, moi, dans mon secteur, vraiment, c'est de 1 salarié, voire 0, et à plus de 300 hein, sur la viticulture. Donc voilà, le cognac, je suppose, parce que le cognac, ils en ont l'habitude quelque part, ils sont très souvent soumis à cela. Mais le cognac se retrouve être en difficulté là sur 2 de ces marchés principaux quand même, qui sont effectivement toujours pareils, la Chine, les États-Unis. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Ils ont déjà, le cognac a énormément travaillé sur ses produits, sur sa diversification, sur ses packaging, ils ont travaillé sur tout. Et là, bon, ben, ils savent effectivement. C'est souvent, nous, une des sources d'agacement. On a coutume de dire qu'on aimerait bien que les mouches changent d'âne, mais régulièrement, toutes les négociations qui se font, etc., l'agriculture, nous, est souvent la variable d'ajustement dans les négociations, dans les traités. Le Mercosur, c'est l'agriculture qui se retrouve être encore une fois comme ça. Sur le traité avec le Canada, c'est la même chose. Donc voilà quoi, on a l'habitude d'être heurté, mais les traités, on en entend parler avant que ça arrive à exploser, enfin à être vraiment public. On en entend, on s'approprie des difficultés, etc. Là, nous, encore une fois, c'est Trump qui arrive et qui fait une annonce extrêmement brutale et avec une conduite des annonces erratiques, quoi. C'est ça fragilise. Et oui, ça fragilise au niveau des NAO, bah bien sûr, oui, parce que de toute façon, l'employeur ne sait pas comment demain va être fait. Alors, il ne le sait jamais, mais là, en plus, c'est une donnée qu'il n'aime pas. Voilà. C'est parce que c'est pas purement économique. Il y a la politique là-dedans. Et l'autre chose aussi sur laquelle on est concrètement, c'est parfois sur un investissement qui devait être fait pour augmenter la production et où le chef d'entreprise va dire on va peut-être attendre un petit peu pour voir de quel côté ça va tomber, quoi. Bien sûr. Donc de l'emploi potentiel ou de la montée en compétences, etc. Enfin, dans la gestion de l'entreprise, il est clair que ce genre de données a une influence. Et ça, c'est tout à fait clair. Mais tu vois, bon, les questions quand même que l'on peut poser économiquement, et je vais y revenir, mais tu as tout à fait raison sur la culture économique des élus. Hein. Mais si tu sais que tu fais 30% de ton chiffre à l'exportation aux États-Unis et que tu risques de subir un droit de douane à un niveau plus ou moins important, tu peux aussi faire une projection sur la perte de chiffre d'affaires que cela peut entraîner, sur éventuellement les marges que cela peut entraîner, parce que tu peux être amené aussi à réduire tes marges pour faire baisser le droit de douane, etc. Il y a toute une anticipation à faire à ce niveau-là, et sur laquelle il est tout à fait légitime de consulter le CSE. Je vois par exemple, tu parlais tout à l'heure de la guerre en Ukraine. Bon, toutes les entreprises fortement consommatrices d'énergie ont été directement impactées. Ce sont des sujets qui sont venus en CSE. Dans toutes les industries automobiles, verrières, etc., très grosses consommatrices d'énergie,
le sujet du prix du gaz, de l'impact du prix du gaz sur les coûts de production, donc sur les prix de vente, donc sur les marges et donc sur les NAO, évidemment, c'est venu en CSE. Il n'y a pas de raison que cette question-là, elle, ne vienne pas en CSE. C'est ça, si tu veux. C'est aussi pour ça qu'on a lancé, à la fois qu'on a fait ce Zoom et qu'on a parlé avec Rodolphe de faire ce live avec Miroir, c'est justement pour sensibiliser les élus à ce sujet. On parle du prix du gaz, c'est un sujet de CSE. On parle des droits de douane de Trump, c'est pas un sujet de CSE. C'est pas normal. Non. C'est pas normal. Il faut absolument réussir à sensibiliser tout le monde là-dessus, parce qu'évidemment, ça a un impact sur le résultat des entreprises et par conséquence sur les salaires, sur les NAO, sur l'emploi. Tout ça est tout aussi important. Et il y a des moments aussi où, si l'entreprise est véritablement lourdement fragilisée, ça peut justifier un droit d'alerte économique, etc. Et ça nous renvoie bien sûr à la culture économique des élus. Et c'est vrai que dans la formation des élus, on met beaucoup l'accent sur la formation conditions de travail, qui est essentielle. On met beaucoup l'accent sur la formation juridique, qui est essentielle. Et on oublie parfois le troisième pied du tabouret, qui est la formation économique. Tout à fait. Et ça, ma foi, je pense que, comment dire, il y a que c'est un sujet extrêmement technique, et cette formation économique, elle n'a de sens que si on part des comptes de l'entreprise des salariés. C'est-à-dire que si on fait une formation économique généraliste sur comment lire un compte de résultat, finalement, ça ne sert à rien. Ça n'a de sens que si on lit le compte de résultat de la boîte des gens qui sont formés ce jour-là. Ouais, bien sûr. Ouais. D'ailleurs, Corinne, on t'en parlait de ça. On en parlait que c'est le B.A.-ba, mais que ce socle, savoir lire un compte de résultat, était loin d'être partagé. Tout à fait. Il y a une espèce de pudeur et honte à reconnaître qu'on ne comprend pas. Je ne suis pas sûr que le chef d'entreprise soit toujours parfaitement à l'aise. Non, il y en a des nuls. Malheureusement. Voilà. Non, mais et puis et donc il y a ce problème de culture, quoi. Oui. Après, au niveau de la douane, c'est quelque part, c'est l'organisme de contrôle pour les entreprises. Alors, surtout en viticulture, imaginez la douane, c'est souvent le truc qui est c'est le contrôle, c'est les déclarations, etc., le déclaratif permanent. Donc, il y a une espèce de raidissement. Alors, je disais à Rodolphe que moi, c'était entre autres mon travail, les déclarations, etc. Je lui disais, j'ai jamais eu le moindre souci parce que chaque fois que j'ai fait une erreur, qu'il y a eu quelque chose ou quoi que ce soit, j'appelle toujours spontanément la douane en expliquant et contrairement à l'image, on a toujours des réponses claires, une vraie écoute et un vrai accompagnement. Et sur les difficultés qu'on peut avoir justement avec les pays à l'étranger, dans des nouvelles demandes ou des nouvelles normes, etc., les entreprises ont un vrai partenaire. Et souvent, je pense qu'elles ne le voient pas forcément comme cela, comme étant effectivement, il y a le contrôle, mais qui est aussi un partenaire économique et stratégique pour les entreprises. Oui, tu me retires les mots de la bouche. Là. Et je disais toujours, à partir du moment où, moi je dis de toute façon, je n'ai pas essayé de frauder, par contre là, je ne sais même pas comment me sortir de ce que j'ai fait.
Donc, je sais pas. Dites-moi quelle est la solution parce que je suis pas capable de la trouver. Ouais. Et ça se passe bien, quoi. Donc Non, voilà, mais c'est les vrai. erreurs, Un vrai service. Ben, oui, et un vrai c'est-à-dire que service, tout à fait. bon, je ne vais pas reprendre mon ancienne casquette ou mon ancien Non, képi de douanier, mais il est vrai que d'une part, l'administration des douanes est une administration avec un haut niveau de compétences. Ça a été la première administration française à s'informatiser dès la fin des années 60, par exemple. Et l'administration des douanes est l'allié des exportateurs. Ça ne veut pas dire qu'elle est l'ennemi des importateurs, parce qu'elle est tout à fait correcte vis-à-vis des importateurs, mais elle est vraiment l'allié des exportateurs. Elle fait tout pour aider les exportateurs à le faire proprement et à justement ne pas commettre d'erreurs et à pouvoir à ne pas être embêtés quand ils arrivent dans le port de destination. Donc ça, c'est une certitude, c'est une bonne administration et c'est une administration au service des exportateurs. Mais pour autant, elle n'est pas là pour résoudre les difficultés économiques des entreprises. Elle tout à fait. rien. Et simplement, si j'avais un message à passer aux élus, quand un employeur dit « Ah, mais c'est la méchante douane qui m'a mis des bâtons dans les roues pour exporter aux États-Unis », il faut que cet employeur est soit d'une totale incompétence, soit d'une totale mauvaise foi. On est d'accord. Ça, c'est vraiment pas vrai. Quand on vous avance ce genre de truc, c'est fondamentalement pas vrai. Ça peut arriver? Ça peut arriver, ça? Oui, bien entendu, de la même façon que tu as des employeurs qui te racontent que c'est telle méchante administration, que c'est la BPI qui n'a pas voulu les soutenir, que c'est ci, que c'est ça, que l'administration fiscale leur a cherché des poux dans la tête et qu'ils sont obligés de déposer le bilan à cause de ça. C'est pas vrai, quoi. C'est qu'ils ont fait des conneries, toujours. Et sur la douane, c'est particulièrement frappant. S'ils viennent raconter ce genre de bêtises, là, les élus doivent se dire qu'ils ont affaire à un employeur de mauvaise foi et qu'ils ont intérêt à véritablement creuser ses comptes et s'appuyer sur leurs experts pour connaître la vérité. Tout à fait. Non, mais et de ce côté-là, je pense qu'effectivement, dans les formations que nous avons, que nous devons à nos élus, je crois qu'on devrait aussi effectivement axer donc l'économie, mais aussi la compréhension de tout ce qui, de ce qui se fait, entre guillemets, des rapports qu'il y a avec et du fonctionnement de tous les partenaires et des partenaires de l'État, entre guillemets. Ce sont des ennemis ou ce sont les partenaires avec qui il faut travailler? Je pense qu'il faut plus les voir avec les partenaires avec qui travailler. Et souvent, ce que l'on dit aux employeurs, c'est appuyez-vous sur votre CSE parce que peut-être que votre CSE peut vous aider à trouver des réponses. Enfin, niveau syndical, moi je mets toujours en avant le fait que un syndicat, ce n'est qu'un réseau quelque part, un réseau de compétences, un réseau de contacts, etc. Donc, que ça soit avec des organisations et des cabinets conseils comme celui de Jean-Pierre, ou que ça soit effectivement des collègues qui travaillent dans une administration et où ils vont pouvoir avoir une réponse pour comprendre une situation et pouvoir aider l'employeur dans la réponse. La construction, un employeur qui sait utiliser et qui sait s'appuyer sur son CSE est un employeur qui gagne en force et en capacité. Il ne doit pas se contenter de dire vous avez des informations obligatoires que je dois vous donner, je vous les donne et puis c'est tout, mais de se dire écoutez, voilà la question, etc. et autres, et chacun de son côté, mettons-nous en chasse du plus d'informations et de compétences que l'on peut avoir et remettons tout ça en discussion entre nous pour arriver à augmenter notre capacité d'entreprise. Alors ça, c'est une photo idyllique, Corinne.
Ouais. Est-ce que tu l'as déjà vu ça en vrai, dans la vraie vie, dans des Alors, CSE? ouais, si, je l'ai vu parfois Ok. d'un employeur qui avait eu conscience que sur certaines questions, bah, son élu de CSE, par le biais de son syndicat, pouvait lui apporter des réponses. Oui, oui, si. Mais c'est trop rare et trop limité. Bien sûr. Alors que. Et sur certains points, ils vont avoir le réflexe. J'ai un problème avec la prévoyance, etc. Je ne comprends pas la réponse qui nous est apportée, etc. Où est-ce que ça bloque? Ils vont avoir tendance à y aller. Sur des questions fiscales ou de douane, de dire mais je ne comprends absolument pas, il ne va pas avoir tendance à dire à son CSE, on a une réponse, j'en sais rien, je ne comprends pas la réponse. Et où nous, en interne, on peut dire bah, la réponse, voilà le pourquoi de la réponse, et il faut que vous vous mettiez en rapport avec telle chose. Il ne s'agit pas de trahir, etc. Mais il s'agit de dire nous avons un réseau de compétences, nous sommes implantés dans pratiquement partout. Enfin, il y a très peu d'endroits où un syndicat n'est pas implanté. Donc, nous pouvons avoir des réponses. Sans compter que parfois le syndicat aura beaucoup plus de facilité que l'employeur pour accéder au président de région ou à des gens comme ça. Pas forcément, mais oui, effectivement, ça peut. Et de façon à pouvoir apporter quelque chose. Et encore une fois, on a entre guillemets autour de nous, donc les cabinets, encore une fois, celui de Jean-Pierre, je ne vais pas les citer tous, mais et où on dit aux entreprises, bah, écoutez, là, votre truc, ça ne va pas du tout. Si vous voulez, nous avons des cabinets qui sont experts et qui vont pouvoir vous apporter une vraie compétence et une amélioration de l'accord que vous envisagez ou dans votre démarche de restructuration. Là, on l'a eu, nous, sur euh, un groupe d'embouteillage où donc ils étaient sur un projet un petit peu de restructuration, etc., et où ils partaient tout seuls et où on a réussi à faire intervenir un cabinet pour les aider. Et du coup, il y a une amélioration et une meilleure compréhension. Le CSE a pu se saisir de la réponse et de l'intégralité du problème. Et l'entreprise, du coup, se retrouve avec quelque chose qui est beaucoup mieux compris et donc accepté par l'ensemble de l'entreprise. Et c'est quand même un meilleur accord. Oui, bien sûr. Donc, Mais c'est justement là tout l'intérêt de sensibiliser aujourd'hui à cette question-là, parce que on voit bien qu'il peut y avoir des conséquences dans un grand nombre d'entreprises, des conséquences sur le chiffre d'affaires, donc des conséquences sur l'emploi, et que à la fois l'organisation syndicale auquel appartiennent les élus et l'expert qu'ils peuvent nommer dans le cadre des orientations stratégiques ou de la situation économique et financière peut vraiment les aider, les éclairer et leur permettre d'anticiper, de mieux négocier. Et s'il doit y avoir une restructuration, même des départs, etc., de les négocier beaucoup plus à froid et en anticipation qu'à chaud et dans la catastrophe, quoi. oui. C'est quand même tout l'intérêt du dialogue social. Et, et là, on parle de l'agroalimentaire, dont on voit bien que c'est un des secteurs profondément touchés, mais on a quand même aussi tout le secteur, par exemple, des parfums cosmétiques, etc., qui représente 6% de nos exportations vers les États-Unis, c'est pas rien, et qui est directement impacté. On a tout ce qui va être le cuir, les vêtements de luxe, le bagage, des chaussures qui sont impactés, l'habillement, un certain nombre de secteurs de machines-outils, etc. Tous ces secteurs-là sont concernés. Hein. Bon, le premier à être concerné, c'est l'aéronautique, qui est notre principal secteur exportateur. Mais vu la bonne santé d'Airbus et la mauvaise santé de Boeing, on n'est pas trop inquiet pour eux. Quoi, hein. Quoique,
sur des plus petits acteurs comme Daer ou Dassault, on peut avoir un impact s'il y a des droits de douane élevés qui sont portés sur leurs appareils. Donc, on a quand même un nombre important de secteurs impactés et qui sont des secteurs dans lesquels il y a beaucoup de TI. Alors, bon, les PME, on sait bien, et Corinne, tu le sais malheureusement aussi bien que moi, pour réussir à la fois déjà pour syndiquer une PME et ensuite, même si elle est syndiquée, qu'elle a un CSE, l'amener à faire appel à un expert, c'est un chemin compliqué et on y arrive souvent qu'en situation de crise. Enfin, tout ce qui est ETI, disons les boîtes à partir de 250, et il y en a quand même beaucoup, beaucoup sont directement concernées par ces questions d'exportation, quoi, et donc de souffrir. De toute façon, actuellement, pratiquement toutes les activités sont concernées, que ce soit des activités parce qu'elles exportent ou des activités parce qu'elles importent des éléments pour leur activité. Et du coup, du fait de la réciprocité qui a été annoncée de l'Union européenne en disant si vous nous taxez, nous aussi on va vous taxer, on se retrouve effectivement impacté. Moi, ça m'amène à une question quand même. Le voient moins, les importateurs le voient moins parce que justement l'Union européenne n'a pas encore mis en place de vraies mesures de rétorsion, mais les exportateurs, ils le voient très directement. Entendu. Alors, on arrive doucement à la fin de ce direct, donc n'hésitez pas. Vous êtes très, très timide, donc à rebondir un peu sur ce que vous avez pu entendre et faire écho et donner peut-être des pistes pour nous permettre de rebondir. Moi, un petit rebond que je vous propose quand même, c'est, j'en ai un tout petit peu parlé en introduction, mais la BDESE, concrètement, par rapport à en quoi elle a un rôle et qu'est-ce qu'on devrait y retrouver pour pouvoir appréhender le sujet dont on parle ce matin, c'est-à-dire les droits de douane, ces éléments-là, comment on est capable de les lire et de les lire dans les meilleures conditions et de les anticiper dans les meilleures conditions avec la BDESE et la réalité de celle-ci. Jean-Pierre et Corinne. Alors là, je vais être vachement pessimiste. Déjà, la BDESE, elle est rarement bien brillante dans les entreprises. Elle arrive en retard. Et là, on est dans l'anticipation. C'est-à-dire que si nous, on a tiré la sonnette d'alarme, c'est surtout parce que dans le cadre des consultations sur la situation économique et sociale, économique et financière, pardon, on ne verra rien sur les comptes 2024 parce que Trump est arrivé en janvier 25 et donc on ne verra rien. Donc là où on peut voir, c'est sur les budgets. Or, dans une consultation sur la situation économique et financière, on doit présenter le budget et nécessairement beaucoup d'entreprises auront révisé leur budget en cours de premier semestre et sur les orientations stratégiques. Et c'est là, à mon avis, que la guerre commerciale doit être prise en compte dans les budgets et dans les orientations stratégiques. Et là-dessus, si tu veux, il n'y a rien dans la BDESE. Donc, on pourra commencer à voir des éléments dans la BDESE l'année prochaine. Mais là, c'est véritablement l'anticipation, c'est-à-dire qu'encore une fois, moi, je me tue à répéter ça aux élus. L'expertise ECOFI, elle n'est pas faite pour faire de l'archéologie. On s'en tamponne de l'archéologie. L'archéologie, elle peut nous éclairer éventuellement, nous donner une tendance, des courbes. Mais ce qui est important, c'est aujourd'hui et c'est demain. Et donc, dans toutes les entreprises exportatrices, en particulier exportatrices sur les États-Unis et la Chine, parce que, comme l'a dit Corinne, la Chine, quand même, par rebond, est aussi concernée, eh bien, il faut voir comment ils construisent leur budget, comment ils révisent leur budget et comment ils anticipent 2026. C'est ça, c'est là-dessus qu'il faut interroger les employeurs. C'est mais 2024 sur 2024, la baisse est nette. Moi, je vais donner un petit exemple en rebond, et c'est le contact que Corinne m'avait adressé
pour essayer d'achever de le convaincre d'intervenir. Il l'a pas senti et je respecte parfaitement ce choix parce qu'il est le seul élu dans sa boîte, etc. Une boîte qui exporte 90 salariés, qui exporte vers les États-Unis de façon conséquente. Il m'expliquait clairement la situation, c'est qu'il ne se sentait pas à l'aise. Il lui manque, donc ils sont très exposés, il lui manque des informations pour pouvoir en CSE, il lui manque des informations et que l'employeur ne lui file pas pour comprendre les tenants, les aboutissants des enjeux qui se posent dans la direction. Donc, il y a un défaut, entre guillemets, de transparence de la direction à l'égard du CSE. Mais comme il me dit, on a quand même des avantages dans cette entreprise, un certain nombre d'avantages. C'est pas la pire boîte du monde, loin de là. Et donc, on ne veut pas attiser le feu et d'être considéré comme étant agressif en demandant ce genre d'informations qui pourrait être perçue comme une attaque par la direction. En gros, ça, toujours est-il, pour les salariés de cette PME, il y a clairement une anxiété et des interrogations à tout le moins sur ce qui va arriver parce que leur exposition, eux, ils savent très bien en quoi ils dépendent des marchés américains. Et donc, vraiment, il y a et ça aurait été très bien de l'entendre. Et par contre, je peux parfaitement comprendre qu'on ne l'entende pas. Mais bon, pour autant, voilà. Ouais. Alors, au niveau de la BDSE, je vais quand même situer une certaine réalité. J'ai des entreprises qui la fournissent aux élus. Ça ne peut être consulté que sur un seul ordinateur. Et à un moment très précis. Donc, vous imaginez bien, donc tous les élus du CSE derrière l'ordinateur, bien serrés les uns contre les autres, et qui essayent de, voilà, ça peut être que consulté, ça peut pas être édité. Enfin, on a ce genre de choses, quoi. On est dans le secret défense en permanence sur des données qui ne le méritent pas. Hein, le nombre de CDD, de CDI, etc. Bon, ça me paraît pas être non plus un grand secret. Mais on a quand même ça. Donc, il y a quand même les entreprises se fragilisent de par cette difficulté dans le dialogue social que l'on a, qui est viscéral pour une grande majorité, malheureusement, même quand ça se passe bien. C'est très souvent, ce n'est pas un vrai partenaire, le CSE, alors qu'ils ont tout intérêt à l'avoir comme partenaire. Et sur l'anticipation, effectivement, le fait de connaître le marché auquel notre entreprise s'adresse, comment il est structuré, permet de voir derrière et de dire on risque d'être frappé à telle hauteur, etc. Et on anticipe sur peut-être de la recherche accentuée pour le moment sur de la recherche, des investissements comme ça, etc. On va faire de la montée en compétences, on prépare et on fait des choses où les salariés vont se sentir beaucoup mieux impliqués et vont pouvoir mieux réagir. Même si les situations sont douloureuses, etc., si l'entreprise est réellement, a été dans l'anticipation, si les salariés ont le sentiment que leurs élus ont eu un véritable rôle dans cette gestion de crise-là, très particulière, les décisions et les situations sont mieux gérées. L'intérêt, il est maximum. C'est clair. Ça c'est clair. Et pour cet élu là dont tu parles, le fait de poser des questions courtoisement et des questions normales n'a rien à voir avec de l'agressivité. Et si justement il a plutôt un bon sac à dos social dans son entreprise, s'enquérir de la bonne santé de l'entreprise, c'est aussi s'assurer de la pérennité de ce sac à dos social. Hein. Donc, c'est tout de même des choses importantes. Et sur ce que disait Corinne, bon, ça, nous, on le vit combien de fois. Et évidemment, là, moi, ma réponse, c'est toujours, écoutez, nommer un expert. Lui, il aurait accès à tout et il pourra ensuite tout vous expliquer. Alors, c'est vrai qu'il faut être très prudent dans les PME. Un expert peut coûter cher, parfois, j'ai vu des confrères que je ne nommerai pas
facturer 30 ou 40 000 euros une expertise dans une boîte qui dégageait 50 000 euros d'excédent brut d'exploitation. Donc évidemment, l'employeur, dans ce cas-là, il s'étrangle, et je le comprends. Il y a d'autres solutions. L'expertise ne coûte pas forcément ce prix-là. Et dans une PME surtout, dans une petite boîte, il y a des tas de moyens, notamment de pouvoir faire simplement une journée d'études, un séminaire. Les élus nous communiquent les éléments qu'il y a dans la BDESE. Nous, on les analyse, on fait une journée de travail avec eux et on les éclaire déjà bien sur la situation de leur entreprise. Et ça coûte aux 0,2%, qui souvent n'est pas dépensé, une somme tout à fait raisonnable et qui leur permet au moins de savoir si ça va ou si ça ne va pas. Et si ça va, ben, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et si ça ne va pas, là, éventuellement, on peut aller plus loin. Ouais. Voilà, il y a des tas de... Les élus souvent sous-estiment leurs moyens d'action, et notamment dans les boîtes de 50, 100 salariés. Bon, dans les moins de 50, il n'y a quasiment pas de marge de manœuvre, malheureusement. Mais dans les 50 à 200, souvent, ils sous-estiment leur marge de manœuvre. Oui, tout à fait, complètement. Donc, alors, nous, on essaye effectivement pour les plus petites entreprises de faire des réunions groupées d'acquisition de compétences pour justement permettre de comprendre, même si ce n'est pas leur entreprise, mais au moins de dire, bah, voyez, quand vous avez tel signal, si vous avez ça, avec ça, etc., ben voilà ce que ça doit vous alerter ou ça doit vous rassurer. Parce que les signaux sont plutôt bons ou les signaux commencent à devenir inquiétants. Parce qu'effectivement, on le dit très souvent aux salariés, si vous voulez vous présenter au niveau de votre CSE sans être adossé à une organisation syndicale, c'est quand même c'est un petit peu de l'inconscience. Si vous voulez faire correctement votre travail, ce à quoi votre chef d'entreprise quand même est en droit d'attendre de votre part, et vos collègues quelque part devraient être en droit d'attendre, il faut que vous soyez entouré. Parce qu'il y a beaucoup trop de choses, on va vous demander beaucoup de montées en compétences. Ce sont des mandats fabuleux, mais armez-vous. C'est ça. Et encore une fois, si on en revient à notre thème aujourd'hui, sur ces questions qui inquiètent et qui font peur à tout le monde, parce que ce sont des mots qui ont une connotation qui est plutôt inquiétante, il faut que vous soyez accompagnés. Parce que, encore une fois, c'est une crise comme une autre. Et par des cabinets réellement spécialisés dans ces éléments-là. Tout à fait. C'est absolument complètement. Oui, non, tout à fait. Il y a un certain nombre de cabinets qui travaillent avec les syndicats et qui sont bien identifiés, qui ont la compétence. Et donc, c'est vraiment avec... il faut viser des experts qui connaissent, qui sont capables d'analyser ces situations et qui notamment vont avoir une expérience dans le commerce international et vont être capables d'éclairer les élus. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça. Parce que déjà, du côté des employeurs, il n'y a pas tant de gens spécialisés dans ces domaines-là. Et côté conseil des élus, il n'y en a pas des quantités non plus. Non, tout à fait. Et on a oublié de relever un des problèmes qui sont au niveau des groupes, et où là, les élus des différents établissements ou même au niveau du groupe, parfois, ont une difficulté à appréhender sur ce genre de questions quelles peuvent être l'intégralité des répercussions, parce qu'il y a les chaînes de valeur, la localisation, les flux intra-groupes, etc. On en avait discuté et c'était effectivement, c'est une vraie difficulté pour appréhender la totalité. Tout à fait. On n'a pas eu de questions là-dessus, mais c'est clair qu'on a toute la question des chaînes de valeur,
et où on va avoir, alors pour l'instant ça ne se sent pas encore énormément, mais où si à l'issue des négociations avec Trump, on se retrouve peut-être pas avec 200% de droits de douane, mais avec des 10, 15, 20% de droits de douane sur un certain nombre de produits, ça va nous impacter considérablement toutes les chaînes de valeur. Et alors, c'est technique, les chaînes de valeur, mais c'est simplement, vous voyez que on fabrique un produit, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur l'automobile. Dans ce produit, on intègre des composants, des sous-ensembles qui eux-mêmes viennent d'autres pays. Ça signifie qu'à chaque fois, il faut savoir si ce composant est taxé, s'il n'est pas taxé, si on peut lui substituer un produit non taxé, si éventuellement on peut travailler sous douane, etc. etc. Enfin, il y a toute une complexité à ce niveau-là. Et qui va impacter là surtout les chaînes industrielles dans tout ce qui va être l'automobile, la chimie, la métallurgie à titre général, toute la machine-outil, les chaînes de médicaments, etc. etc. Dans tous ces produits-là, mais même dans l'agroalimentaire complexe, dès l'instant qu'on est sur des produits très, très, très travaillés, eh bien, on va avoir dans les années qui viennent, si les droits de douane avec les États-Unis se stabilisent, même à des taux entre 10 et 20%, on va avoir des impacts tout à fait considérables sur ces chaînes de valeur. Oui, complètement. Ça mérite d'être anticipé. Et c'est là que les CSE ont aussi leur rôle à jouer, parce que c'est toujours pareil. On est consulté sur le budget, on est consulté sur les orientations stratégiques, et ça impacte directement les budgets et les orientations stratégiques. Et il y a des questions à poser. Ouais, j'espère qu'on aura des... Enfin, voilà, mais de fait, pour l'instant, elle ne se pose pas, enfin, ou avec difficulté. Eh bien, écoute, on aura été dans l'anticipation et voilà. On commence à semer des graines. Le vœu pieux de l'anticipation. Peut-être que ce direct va se retrouver ensuite dans des liens et sera regardé dans 6 mois, dans 1 an, en disant « Ah, tiens, il y a effectivement un truc à regarder. » Oui, c'est clair. Non, mais il y a quelque chose à regarder. Ouais. En tout cas, merci à vous deux. Merci à toi, Jean-Pierre. Merci à toi, Corinne, d'avoir partagé votre intérêt pour le sujet. J'espère que dans la salle, ça vous a intéressé, que ça peut sonner à vos oreilles et peut-être vous mettre plus à l'aise pour poser la question en toute légitimité et sans que ça soit considéré comme une attaque ou sortie. C'est dans votre rôle. C'est pas une ingérence dans quelque chose où vous n'auriez pas le droit d'aller. Vous êtes dans votre rôle et vous êtes parfaitement légitime à poser ce genre de sujet. Et comme tu le disais, Jean-Pierre, c'est l'occasion de aussi garantir la pérennité de l'entreprise et les conditions de sa pérennité. Et je reterminerai là-dessus. On parle beaucoup d'anticipation. D'anticipation, c'est un mot valise. Et là, encore une fois, on montre bien la difficulté qu'il y a pour le faire et de se donner les moyens, à défaut de contrôler, au moins d'anticiper les choses et de pouvoir un peu border et avec l'argument quand même important d'avoir un message cohérent auprès des salariés et qui puisse rassurer ou au moins, à défaut de rassurer, mais au moins être clair sur ce qui va arriver et ce qui peut arriver. Tout ça, c'est des facteurs de protection, on va dire, et sans faire l'autruche. Je reprends, c'est toi qui prenais le terme. Enfin, voilà, sans se voiler la face sur ce qui pourrait arriver. C'est important. Voilà. Tout à fait. Écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée. Compte rendu à suivre. La rediff. Parfait. Et voilà. Merci Jean-Pierre. Merci Corinne. Et merci. Prochain live sur tout autre sujet, le 9 juillet, sur le DURP. Et normalement, vous recevrez l'invitation là incessamment sous peu. Mais sous l'angle, comment on intègre les élus, les représentants des salariés, comme unité de travail dans le DURP, parce que c'est une communauté, les élus, qui est fortement exposée au RPS, et donc ils ont toute leur place en tant qu'unité autonome de travail dans le DURP. On ne le voit pas beaucoup, et donc on en parle le 9 juillet. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne journée. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous. Merci Corinne, merci Jean-Pierre, et merci à vous dans la salle.
de votre Merci. participation modérée, mais sûrement très, très attentive. Bonne journée. Au revoir. À bientôt. Merci, au revoir. À bientôt.